Bon, je fais une petite intro et puis. Ouais, ouais. Donc, je m'appelle Pierre Tibulle, Noël Massé, qui vient d'arriver. Moi, je suis CTO d'une petite startup qui s'appelle EcoBox, mais il y a une toute petite partie de mon travail qui est de la facilitation graphique et je prends beaucoup de sketch notes. Donc, c'est en gros, j'utilise des crayons. Alors, parfois, j'utilise un iPad aussi, mais là, aujourd'hui, je vais utiliser des crayons, du papier, et puis pour que vous puissiez voir plus facilement ce que je fais, j'utilise une petite caméra qui est assez sympa là, avec ce petit pied qui bouge. Là, on va vous présenter l'histoire des navigateurs web. Tu peux le faire tout seul en fait, le top, tu gères tout maintenant. Ouais, non, non. Donc je vais faire en mode facilitation graphique. En gros, Noël, il est un peu feignant, il n'a pas préparé ses slides. Donc j'arrive un peu à la rescousse. Alors, comme j'ai déjà entendu 2-3 fois ce talk, quelques fois, oui, même un peu plus, parfois je vais écrire ou dessiner un peu en avance, désolé, mais c'est pour pouvoir après rebondir plus facilement et pas perdre de temps. Et surtout, parfois, Noël prend des libertés. Comme arrivé à pile à l'heure, ok, ouais. Donc, normalement, ça devait tomber à peu près pile, et puis non, ça tombe pas pile. Donc voilà. Je te laisse te présenter, Noël, peut-être, ce que tu fais. Alors, bonjour tout le monde. En fait, je pense qu'on pourrait en faire un sketch de ça. Genre, je devrais venir pile à l'heure à chaque fois. Non. Non, parce que c'est ça. Bon. Donc j'arrive, j'ai pas préparé mes slides, etc. Heureusement, j'ai un pote qui est super bon dessinateur et qui va tout nous faire. Donc, on est parti sur une idée d'un livre que j'ai écrit il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, où les 2 premiers chapitres sont sur l'histoire du web de manière générale, et donc on a synthétisé ça en parlant de l'histoire des navigateurs. Donc je suis Noël Massé, je suis Head of Developer Relations à Blindnet, une boîte qui s'occupe de privacy, et ce talk est un petit peu le préquel, l'approfondissement de mon talk d'hier avec Sylvain, où on parlait justement de privacy. Un peu moins plombant. Et donc sans autres formalités, générique. Ah. Nous sommes le 23 juin 1980. Tim Berners-Lee a tout juste 25 ans et il vient d'arriver au CERN pour une toute première mission. Cette mission consistera à améliorer l'interface de gestion de l'accélérateur de particules. Alors, on est sur un système très très simple. On a 24 lignes, 64 caractères par ligne, mais malgré tout, Tim Berners-Lee va réussir à faire une interface assez intuitive, assez moderne, où on affiche l'intégralité de l'accélérateur de particules et en cliquant sur différentes parties, on va afficher des petites interfaces d'administration ou des informations. Mais voilà, le CERN, c'est immense. Il y a énormément de gens qui bossent là-bas. À l'époque, 10 000 personnes, aujourd'hui encore plus, avec des expérimentations, des projets dans tous les sens. Et donc, en plus de ça, plein de logiciels, plein de matériels différents. Et donc, pour s'y retrouver là-dedans, Tim
ou on va l'appeler par son prénom, ce sera plus rapide, commence un petit projet perso. Pour ça, il va s'inspirer d'Hypertext, qui a été théorisé par Ted Nelson dans le cadre du projet Xanadu en 1965. Et c'est, pour le décrire de manière anachronique, une espèce de petit wiki. On va stocker des informations localement dans une base de données. On va mettre des liens entre les informations. Ça, c'est la petite connexion avec Hypertext. Et c'est à peu près tout. On est sur quelque chose de très, très, très simple. Et donc, comme n'importe qui, à un moment, il faut bien trouver un nom pour son side project. Alors pour ça, il va se rappeler un petit peu de son enfance. Quand il était enfant, Tim Berners-Lee, je ne l'ai pas précisé, est anglais. Et donc quand il était enfant, il y avait une espèce de vieux grimoire sur la bibliothèque de ses parents. Un petit bouquin qui lui semblait magique. Et il écrira plus tard que c'est un bouquin qui lui a permis de lui ouvrir un portail vers l'information. Il a tendance à être pas mal poétique. Et donc ce bouquin, il s'appelait Inquire Within Upon Everything, donc littéralement « Renseignez-vous sur tout ». Et donc à partir de là, il va appeler tout simplement son projet Inquire. Mais malheureusement, cette première mission, elle n'est faite pour durer que 6 mois. Donc, pour Noël 1980, il va retourner chez lui, en Angleterre. Alors là, il ne cherche pas forcément la grosse étape dans sa carrière, etc. Il dira lui-même plus tard qu'il cherchait à l'époque la mer, de se mettre au vert, etc. Alors, malheureusement, il est anglais, donc il va chercher la mer à Bournemouth, dans le Dorset. Très joli petit coin, même si j'imagine que pour profiter de la mer, ça doit être un petit peu compliqué. Et il va rester là 3 ans. 3 ans en tant que directeur technique, directeur de l'ingénierie, une petite entreprise d'imprimante. Voilà, tout bêtement. Vous pouvez le voir grâce à cette magnifique dessin d'imprimante. Un rectangle avec un autre rectangle et des petits traits. Une imprimante. Et voilà, il reste là 3 ans. Il gagne des compétences en réseau, etc. Il doit bien travailler de manière très autonome. Et donc, en 1984, il va quand même retourner au CERN pour une seconde mission. Et donc cette seconde mission, cette fois-ci, plutôt que de se concentrer sur des trucs d'interface utilisateur, il va plutôt être là pour gérer l'interopérabilité, grâce à ses nouvelles expériences en gestion des réseaux, etc. Je rappelle, on est dans les années 80, la gestion des réseaux, c'est pas donné à tout le monde. Et donc il va mettre en place tout simplement du RPC, du Remote Procedure Call, pour permettre à différents systèmes, avec différents systèmes d'exploitation, d'interagir. Et entre-temps, il passe aussi sur un nouvel ordi. Il y a plus de 3 ans qui se sont passés, hein, donc évidemment, on lui a changé son ordi au CERN. Et il doit, du coup, porter tous ses petits projets personnels, dont Inquire, sur le nouveau système d'exploitation de ce nouvel ordi, VMS. Et en faisant ça, il va faire aucun effort pour rendre le truc accessible aux autres. Ça reste son petit projet à lui. Il faut un petit peu le partager avec les gens. Mais il y a quand même pas mal de gens qui commencent à trouver ça utile, vu que c'est toujours autant le bordel, il y a toujours autant d'informations à gérer au CERN. Alors, pourquoi il y a directement des gens qui ont quand même envie d'utiliser le truc de Tim Berners-Lee? On se dit qu'il doit y avoir d'autres choses. Il y avait une alternative qui est sortie la même année d'ailleurs, toujours en 1984, et qui s'appelait HyperCard. Ça dit quelque chose à quelqu'un, HyperCard? Ok, super, comme d'habitude, à chaque fois, on a une certaine moyenne d'âge. Je fais la même vanne à tous mes talks, c'est génial. Et donc HyperCard, c'était un système Apple qui permettait, comme son nom l'indique, de faire des cartes liées entre elles, tout ça, donc toujours de l'hypertexte. C'est très populaire, ça l'a été jusqu'à la fin de sa commercialisation en 2004, mais au final c'était plus un système de développement complet. Qu'est-ce que tu fais à mon dessinateur? Ouais, ok. Bon, c'est un système de développement complet, et donc ça prenait un petit peu de temps de créer les trucs sur HyperCard, c'était un petit peu complexe. C'était plus pour faire une espèce de logiciel, quoi. Pas forcément un truc aussi simple que de l'HTML. Ah oui. Non, c'est bien là. Ça, vous voyez tous bien?
Ouais. Et donc oui, on parlait d'HyperCard. Et donc Tim, il se rend bien compte que il y a quelque chose à faire à ce moment-là. La seule alternative, c'est HyperCard et il n'y a pas grand-chose d'autre. Et HyperCard ne répond pas spécialement aux besoins des gens. Donc du coup, il va faire une proposition à son boss, exactement en mars 1989. Il va tout simplement proposer de se concentrer sur Inquirer, en tout cas de prolonger Inquirer un petit peu plus loin. C'est pas accepté, il faut qu'il améliore sa proposition, mais en mai 1990, eh bien, il va avoir l'opportunité de se concentrer véritablement là-dedans, parce que sa deuxième proposition aura été acceptée. Et mieux que ça, on va même lui filer un super ordinateur. J'allais dire PC, ce n'est pas un PC. Un super ordinateur qui s'appelle un Next Computer. Pareil, Next, ça vous dit quelque chose? Ouais. D'accord, ok, là j'ai plus de mains, c'est cool. C'était la boîte qu'a créée Steve Jobs quand il a pris un petit peu ses vacances forcées d'Apple entre 85 et 97. Et donc, l'ordi que Tim Berners-Lee va utiliser pour développer le web, c'est The Cube, le tout premier ordi de Next Computer. Qui, si on devait le dire à quel point il est cher, en euros constants, il faudrait aujourd'hui 12 000 € pour en acheter un. Donc voilà, c'est extrêmement cher. Et pourquoi il lui offre un ordinateur aussi luxueux? Tout simplement parce que c'était super compliqué de faire des interfaces graphiques à l'époque, de développer des interfaces graphiques. Mais NextOS, donc le système des Next Computer, lui, c'est un petit peu plus simple. Il arrive avec son propre système pour simplifier un petit peu tout ça. Et donc, à la fin de l'année 90, Tim Berners-Lee va développer sur cet ordinateur le tout premier navigateur web. Il lui faut un mois pour faire la navigation et il prend quand même un mois de plus pour ajouter les fonctionnalités d'édition. Le premier navigateur web était un navigateur 2.0. On pouvait déjà éditer les pages, etc. en live. Et donc ce navigateur, il l'a appelé World Wide Web. Mais comme c'est un petit peu gênant d'appeler ça du même nom que le truc sur lequel ça tourne, plus tard on va l'appeler Nexus, tout bêtement. Et donc en 91, il va pouvoir lancer le web, Tim Berners-Lee va pouvoir lancer le web. Donc il va publier sur un serveur FTP du CERN, le serveur HTTP qu'il a créé pour faire tourner le web. Mais il ne va pas partager World Wide Web. Il ne va pas partager le premier navigateur parce que là, il va plutôt partager un autre navigateur qui s'appelle LMB pour Line Mode Browser. Un navigateur en ligne de commande. Alors pourquoi Tim Berners-Lee décide de partager un truc en ligne de commande alors qu'il a déjà fait un navigateur super poussé en interface graphique, en GUI? Tout simplement parce que ça coûte trop cher un Nextstep. Personne n'a cet ordi-là. Les gens, à l'époque, ils commencent déjà un petit peu à utiliser Windows. Et surtout, dans la recherche, ils utilisent des systèmes Unix. Donc, il va falloir créer un navigateur graphique pour les systèmes Unix. Alors, au passage, LMB, il a été créé par Nicolas Pellow, qui était une étudiante apprentie dans le laboratoire de Tim Berners-Lee au CERN, et elle a énormément contribué à la naissance du web. Sans elle, on n'aurait pas le web. Clairement, vous allez voir, son nom revient quelques fois. Et encore, il pourrait revenir encore plus souvent. Et donc, c'est tellement perturbant pour les gens qu'il y a même des journalistes qui vont écrire que le web, en utilisant du coup LMB, que le web, c'est un système pour retrouver de l'information grâce à des chiffres. Parce que quand vous allez sur le web avec LMB, ça vous affiche des lignes, et les liens hypertextes, ils sont indiqués par des chiffres, parce que on est en ligne de commande, on n'a pas de quoi cliquer. Donc, vous allez taper 2 pour aller jusqu'à la page suivante, ce genre de choses. Donc ils sont un petit peu passés à côté de l'innovation que c'était. Et donc en 92, Tim et Nicolas vont commencer à réécrire World Wide Web, Nexus, ainsi que LMB, en C pour commencer
le passage au système Unix. Mais ils ne vont pas avoir le temps de créer un navigateur complet. Ils vont juste créer une petite librairie qu'ils vont appeler The Common Library ou lib3w. Et donc, comme ils n'ont pas le temps de créer un navigateur pour système Unix et que va falloir quand même en créer un pour que les gens aillent sur le web, eh ben, Tim il va se dire qu'il faudrait peut-être faire un petit tour des centres de recherche pour motiver des gens, particulièrement des étudiants, à créer des navigateurs eux-mêmes. Donc il va aller aux États-Unis, il va y passer 3 mois, il va aller au MIT, il va aller à la conférence de l'IETF, il va même aller au Xerox PARC à Palo Alto. Il va même rencontrer Ted Nelson, le fondateur de l'hypertexte, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, mais il n'y a personne qui est motivé pour faire un navigateur pour Unix. Arrive alors Robert Cailliau. Alors je préviens, hein, il doit y avoir pas mal de noms que j'écorche. Cailliau, je ne sais pas si ça se prononce Cailliau, mais on s'en fout, vous m'avez compris. Donc Robert Cailliau, lui, il veut faire un navigateur pour Mac. Donc il va rejoindre Tim Berners-Lee pour faire ça, mais au final il va rapidement laisser tomber le projet et il va plutôt aller faire lui aussi le tour des centres de recherche avec son petit bâton de pèlerin comme très très bien dessiné ici. Et donc, il va aller à l'université technologique de Helsinki où il va rencontrer 4 étudiants. Donc vous reconnaissez bien la Finlande vers là. Vous voyez, c'est là, sur la carte. Donc là, il va rencontrer 4 étudiants en informatique, évidemment, qui vont totalement tomber en amour avec cette idée du web. Et merci la Finlande pour le drapeau qui est assez simple. Ah, ça va, ouais, ça va, c'est assez facile. J'espère pour toi. Et donc, ils vont en faire leur projet de fin d'études, de faire ce petit navigateur. Et donc, ils vont faire ça très très rapidement. Projet de fin d'études, vous n'avez que quelques semaines, mois pour faire ça. Et donc, en avril 92, il y a une première alpha de ce navigateur qui va être publiée publiquement sur un FTP du CERN. Et ils vont appeler ce second navigateur Airwise. Et donc, ce second navigateur, c'est le tout premier navigateur développé hors CERN. Et c'est le tout premier navigateur pour Unix, tout bêtement, pour système Unix. Le problème, c'est qu'il est très 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 basique. Non, il est développé très très rapidement. On est encore sur l'idée que la documentation, ça doit ressembler à du papier. Donc on est avec du texte en sérif, sur fond bleu. Pourquoi pour suivre les liens, il faut double-cliquer. Enfin, c'est chelou. Voilà, c'est chelou. Heureusement, il y a un autre étudiant qui va se ramener. Lui, il n'a pas eu besoin qu'il y ait des gens du CERN qui viennent le voir. Il aime déjà faire beaucoup de projets à côté pour le plaisir. Et cet étudiant de l'université de Berkeley, donc, il s'appelle Pei-Yuan Wei. Et donc Pei-Yuan Wei, il a déjà créé un langage de scripting objet qui s'appelle Viola. Viola, c'est un truc qui permet qui a surtout été créé pour créer des jeux vidéo, des petits jeux d'aventure. Dans les années 90, hein, donc imaginez pas non plus le dernier jeu à la mode, hein, on est vraiment sur des choses très simples, mais on a quand même une librairie qui permet du coup facilement de faire des interfaces graphiques. Et donc il utilise Viola, Pei-Yuan Wei utilise Viola pour faire des systèmes hypercard, donc il intègre une compatibilité hypercard, puis hypertexte, et finalement il va rajouter une compatibilité complète avec Airwise au bout d'un mois. Il va prendre un mois pour faire ça, encore une fois. Et ça va lui permettre de créer un navigateur qui s'appelle Viola 3W. Voilà. Énormément d'imagination pour le nommage. Et donc, en avril, donc si vous remarquez, on est sur exactement la même timeline que Airwise, hein, on est vraiment à quelques jours près. Il va passer une première alpha de Viola 3W aux gens du CERN, sans le rendre public, hein, donc juste pour avoir des feedbacks. Donc juste après Airwise, et en mai, on va avoir la première version publique de Viola 3W. Et donc là, on a vraiment un grand pas en avant pour le web. On a vraiment une étape historique. On a toutes les fonctionnalités, enfin pas toutes, hein, mais ça ressemble beaucoup au navigateur moderne. On a l'essentiel des fonctionnalités modernes, donc des bookmarks,
la gestion de l'historique, qu'on peut même ouvrir dans une fenêtre à part si on veut, des liens qu'on peut ouvrir avec un simple clic, des marque-pages, ça je l'ai déjà dit, et même, au final, Viola 3W, ce sera le navigateur qui, un an plus tard, sera à l'initiative des styles, donc qui donneront naissance au CSS. Sauf que on a un petit problème. On a un petit problème, c'est que c'est des petits projets faits par les étudiants à cette époque-là, les navigateurs. Et donc ils sont très limités dans ce qu'ils peuvent faire et surtout dans la maintenance qu'ils peuvent faire de ces projets-là. En août, les étudiants de NCKey, ils vont filer le code source, ils vont publier le code source de Airwise, et puis merci, au revoir, hein, à un moment, il faut trouver du boulot. Donc, ça va s'arrêter là pour Airwise. Viola 3W, P1way, il continue, mais il est tout seul. Et puis, il fait ça à côté. Donc, c'est compliqué, il n'a pas de financement, tout ça, tout ça. Donc, il y a eu plein d'autres navigateurs à l'époque aussi. Hein. On a eu Samba, par exemple. Alors, pas Samba, le truc de fichier. Hein. Samba, le navigateur pour Mac, qui s'appellera ensuite Mac 3W. Basiquement, si vous voulez créer un navigateur à l'époque, hein, vous preniez un mot, vous mettiez 3W derrière et vous étiez bon. Donc Mac 3W, c'était le navigateur que voulait faire Robert Caillot. Je vous ai dit, il a arrêté, il a refilé ça à Nicolas Pello, évidemment. Donc Nicolas Pello a créé le premier navigateur pour Mac. On a un troisième navigateur pour Unix qui va sortir, qui s'appelle Midas, qui a été créé dans le centre de l'accélérateur linéaire de Stanford. Donc on est toujours sur la recherche des particules, mais on va rester à Stanford. Personne ne va l'utiliser en dehors de ça. En 93, finalement, on a l'école de droit de Cornell. Alors, c'est du droit, donc du coup, on utilise Windows, forcément. Donc, on a besoin d'un navigateur pour Windows. Ça sera Cello, le tout premier navigateur pour Windows. J'aurais beaucoup dit Windows. Et on a finalement un navigateur qui commence par la lettre L. Qu'est-ce que ça pourrait être bien, ce navigateur qui apparaît progressivement, qui est extraordinaire, que plein de gens utilisent, etc. Et je ne parle pas assez vite. C'est Lynx. Lynx, c'est un navigateur en ligne de commande. Alors c'est bien, hein, il est toujours utilisé aujourd'hui, mais ça ne solutionne pas du tout notre problème. Donc, comment ça se fait qu'on s'en est quand même sorti? C'est grâce au NCSA. Donc le NCSA, en 92, enfin à peu près à la même époque, oui c'est ça, 92, il faisait un petit peu, on pourrait dire, de l'open source déjà à l'époque. Alors le terme n'a pas encore été défini, mais ils ont cette mentalité-là de véritablement interagir avec la communauté, permettre à tout le monde de contribuer, etc. etc. Et donc, notamment, par exemple, il pousse à l'interopérabilité en utilisant des standards ouverts, comme par exemple, ils vont pousser TCP/IP et Telnet à la place du DECnet propriétaire. Donc. Et donc, en décembre, il y en a un d'entre eux qui va tomber sur Viola 3W et qui va se dire, c'est quand même vachement cool ce truc, il faut que je le montre aux collègues. Donc, il le montre aux collègues, il fait une petite présentation. Et ces personnes-là au NCSA étant extrêmement modestes vont directement dire en voyant ça « we can do better ». On peut faire mieux. Du coup, ils vont lancer un projet pour faire leur propre navigateur. Ils vont mettre un étudiant là-dessus. Marc Andreessen, oui, tout a été créé par des étudiants et étudiantes décidément, mais ça va quand même être un vrai projet. Donc rapidement, il y a d'autres développeurs qui vont rejoindre Marc. Il y a de la direction projet, il y a du pognon, c'est ouf. Et donc là, ils vont prendre un petit peu plus d'un mois, ils vont prendre 6 mois pour créer la première alpha de ce navigateur pour Unix. Donc là, on a vraiment tout. Toutes les fonctionnalités qu'on a vues plus tôt dans les autres navigateurs sont là. Mais on a même des révolutions de ouf. Genre par exemple, la barre d'URL, tous les navigateurs la mettaient en bas. Eux, ils la mettent en haut. Voilà, je vous avais prévenu, hein, révolution de ouf. Mais du coup, on a vraiment une expérience utilisateur qui est très très similaire à ce qu'on a aujourd'hui. Innovation beaucoup plus intéressante. Ils vont permettre d'afficher des images en ligne. C'est une nouvelle balise IMG. Parce qu'il faut bien se dire que tous les autres navigateurs à l'époque, si vous voulez afficher une image, c'était dans une autre fenêtre. Pas folichon, hein, le web.
C'est vraiment, vraiment, vraiment que du texte et super mal présenté. Et donc, ce nouveau navigateur, donc au bout de 6 mois, ils sortent la version sur Unix, ils prennent 3 mois de plus pour le porter sur Mac et Windows. Et du coup, ce navigateur devient le premier navigateur compatible avec différents systèmes d'exploitation interopérables. 1 mois de plus, et ils vont le porter sur Commodore et Amiga. Ouais, c'est vachement important de porter sur Commodore et Amiga, c'est l'avenir. Ils vont même créer un serveur HTTP pour Unix, qu'ils vont appeler NCSA HTTPD, extrêmement imaginatif. Je crois que t'as pas dit son nom. Oui, oui, oui. Ah, t'attends. D'habitude, tu le disais avant. Ah ouais, non, j'aime bien faire du... Je l'écris pas, mais il va oublier de le dire. Donc, disais-je, ils vont même faire un serveur qu'ils vont appeler NCSA HTTPD et qui donnera plus tard naissance à Apache. Et ils vont aussi trouver un nom, cette fois-ci un petit peu plus original, pour leur navigateur. Ils vont l'appeler... Ah ben tiens, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui connaît le nom de ce navigateur dans la salle? Ouais. Alors, c'est quoi le nom du navigateur? On parle bien de Mosaïque? Ouais, super. C'est ça, c'est Mosaïque. T'étais au talk hier ou tu le savais déjà? Ok, super. Ça fait plaisir. Et donc c'est ça, Mosaïque, c'est vraiment le premier navigateur qui va se développer, qui va permettre de populariser le web. Et donc début 94, il y a 50 000 personnes qui vont le télécharger. Alors 50 000, c'est vraiment ouf, hein. Je le fais un petit peu de manière ironique, mais 50 000 à l'époque, il faut bien se rendre compte, on était au tout début d'Internet. Hein, donc basiquement, tout le monde s'en fout, à part apparemment 50 000 nerds dans un coin de l'Europe et des États-Unis. Donc, à l'époque, par contre, HTML n'est pas encore standardisé. Donc, Mosaïque va rajouter plein de fonctionnalités. Je vous ai déjà parlé de la balise IMG. Il va aussi rajouter les formulaires au mois de janvier 94, le son, la vidéo. Là, on commence à avoir un truc qui va un petit peu au-delà de la documentation, qui commence à permettre de développer presque des applications. Donc tout ça pour dire qu'on est quand même sur un système qui est très très loin de ce qu'a créé Tim il y a 4 ans de ça seulement. Et donc, Marc, il se rend bien compte qu'il y a un potentiel là-dedans, qui va pouvoir changer le monde, disrupter tout, depuis la Californie, tout ça. Non, en vrai, il voulait se faire du pognon. Il s'est rendu compte qu'il y avait une opportunité de se faire des thunes. Le NCSA, il se rend pas compte à quel point il est génial, imaginatif et tout, mais on se rend compte qu'il a eu son diplôme quelques semaines avant. Et ils lui permettent pas d'être le chef de projet. Donc il va claquer la porte. Il sait que tout seul il va faire des trucs de ouf. Donc il part en Californie. Il quitte le NCSA pour partir en Californie. Là il va rencontrer Jim Clark, sacré coup de bol quand même, gros financeur. Et ensemble, ils vont créer la première entreprise à but commercial dédiée au web. Il y en avait déjà dédié à Internet, mais là, c'est la première pour le web. Ils vont commercialiser un fork de Mosaïque. Mais on l'a vu. Ah, on l'a vu. Ah, d'accord. C'est ça, voilà. Alors, qui ne reconnaît pas ce logo? Vas-y, t'arrêtes au E. Il y a quelqu'un qui ne reconnaît pas ce logo? Ah, ok. Donc, ils vont être obligés de changer de nom, en fait, parce que le NCSA il commence à commercialiser Mosaïque, et ils vont appeler la compagnie et le navigateur Netscape. Donc là, normalement, à part les 2-3 gens chelous qui ont entendu parler de Mosaïque et tout, là, c'est le premier nom qui sonne un petit peu. Les gens chelous, je m'inclus dedans. Est-ce que je peux te piquer de l'eau? Je n'en ai plus dans ma gourde. Super, merci beaucoup. Et donc... où on en est là? On en est 95. Au moment... 95 il me reste quelques petits trucs à dire sur 94. Bon. Mais je vais devoir d'abord boire. Voilà. Ça va, on est dans les temps? On en est à combien là? Il reste 17 minutes. On est à 17 minutes ou il reste 17 minutes?
Alors, plus 2, je retiens 4. Ok, ouais, t'inquiète, merci beaucoup. On n'est pas en avance. Ouais, j'ai bien senti. Mais on est bien là, non hein? Ouais. On reste un petit peu après, on va se boire un verre, tout ça. Donc on est va en rusher la fin 94. surtout, je sens. Total. Donc, on a le NCSA qui a vu en fait le potentiel commercial de Mosaic et qui va vendre des licences. Il va vendre des licences à des boîtes, non pas pour commercialiser Mosaic directement aux gens, mais en mode OEM. Donc, on vend Mosaic sous licence à des boîtes qui vont l'intégrer dans leurs produits, en kiosque, dans des distributeurs de billets. Je vois pas ce que Netscape allait foutre là-dedans, mais voilà. On a eu ça dans des revues, dans un truc qui s'appelait les kiosques à l'époque, sur un truc qui s'appelait des disquettes, un truc de ouf, même des CD. Et bah, ils vont vendre des licences à Spyglass, qui lui-même va vendre des licences en mode bon bref, je me répète pas. Et Spyglass, au final, ça sera la dernière boîte qui va avoir des licences parce que finalement, le CSA, il va leur transférer tous les droits commerciaux de Mosaic. Et donc Spyglass, ils vont vendre Spyglass Mosaic comme ça. Ils vont même faire une deuxième chose, apparemment. Ils vont créer un nouveau navigateur qui ressemble quand même vachement beaucoup à Mosaic. En fait, c'est la même chose. Mais apparemment, ils n'ont pas réutilisé une ligne de code. Ils ont fait ça en mode rétro-ingénierie et tout. Bon, peut-être que c'était pour des questions légales, on ne saura jamais le fin mot de tout ça. Et en parallèle, Netscape, ils vont recruter Brendan Eich au mois d'avril 1995 pour créer un langage de scripting pour Netscape. Donc, ce langage va être créé en 10 jours. Il va d'abord s'appeler Mocha, puis LiveScript, puis finalement, à cause d'un partenariat chelou avec Sun, ils vont appeler ça JavaScript. Et il va être intégré à Netscape 2.0 au mois de septembre 95. Et là, c'est bon. Là, c'est bon. On a des frames, on a un système de plugins, on a le JavaScript. On a véritablement une plateforme de développement web. Et ça va poser problème à une petite boîte dont peu de gens ont entendu parler à l'époque. Non, je déconne, c'est Microsoft, qui, comme d'habitude dans mes talks, apparemment, s'en prend plein la gueule. Donc voilà, on est 94-95. Microsoft, ils ont une position confortable. Hein. Les compatibles PC sont devenus le standard de fait de l'informatique grand public et Windows est devenu l'OS par défaut, standard de fait aussi, sur les compatibles PC, 90% exactement. Donc tu as une bonne mémoire. Hein. 90% exactement. C'est une mémoire papier. Ah, une mémoire papier. Je retiendrai ça. Moi, je pense que j'ai une mémoire papier-cigarette, en fait. Ça reste 5 minutes. Et donc, bon, bref, ils ont un monopole sur l'informatique individuelle. Et ce monopole, il leur permet d'imposer leurs autres produits, comme par exemple Office. Quand je dis imposer, hein, ils ne vont pas se pointer chez vous et dire « tu utilises Office » ou voilà. Non, c'est juste qu'ils vont lier les logiciels et ça leur permet de pousser ça dans le grand public et les entreprises. Et donc ça, on est aux États-Unis, ça pose un petit peu problème, hein, c'est pas franchement légal, ça s'appelle un abus de position dominante. Et donc le 15 juillet 95, l'autorité de gestion de la concurrence aux États-Unis, ils vont faire un accord avec Microsoft. Ils vont leur dire, si vous continuez comme ça va pas le faire, donc vous n'avez plus le droit de lier des produits entre eux. Par contre, parce qu'on est sympa quand même, on comprend que vous avez besoin d'innover, on va vous laisser la possibilité d'ajouter des fonctionnalités à vos logiciels. Ouais, abusez quand même. Sauf que fonctionnalités, ils ont défini ça un petit peu à la cool. Vous allez voir, ça va être assez important. Et donc, face à Microsoft, le web, il est en train de devenir plus que de la documentation. Et donc, il devient une plateforme de développement interopérable où c'est facile de faire des applications, etc. Et donc, ça va permettre de faire des applications de manière beaucoup plus simple sur Windows et donc de créer des logiciels concurrents aux logiciels Microsoft. Et donc, la direction de Microsoft, ils se disent qu'il faut vraiment qu'ils coulent Netscape. Donc, ils vont avoir différentes stratégies pour ça. La première chose, c'est qu'ils vont acheter des licences de Mosaic à Spyglass.
en fin 94, histoire d'être prêts à vendre, amener leur premier navigateur eux-mêmes. Mais avant ça, ils vont faire un truc qu'ils font très très souvent. J'essaie d'entretenir suspense, etc. Ouais, ça va, ça marche. Ben, en juin 95, ils vont aller voir Netscape, ils vont toquer à leur porte, ils vont dire j'ai une proposition à te faire que tu ne vas pas pouvoir refuser. Cette proposition, ça va être une proposition de partage de marché. Un truc qui est vraiment, vraiment illégal, mais que Microsoft faisait vachement souvent à l'époque. Donc ils disent à Netscape, si tu fais pas de version de Netscape Browser pour les systèmes Windows, bah nous on s'engage à pas faire de navigateur pour les autres systèmes. Voilà, comme ça t'es peinard, toi tu as les Mac, les Unix, etc. Et nous, on est tranquille sur Windows. Netscape va refuser. Netscape va refuser et donc Microsoft, ils vont passer à l'attaque. Ils vont faire ce qu'on appellera, il y a beaucoup de sources là-dedans qui viennent de rapports de justice. Donc c'est une citation là-dedans, une campagne prédatrice. Histoire de couler Netscape, quoi, comme ils l'ont fait à l'époque contre le Java, contre le Intel NSP, contre QuickTime, tous les trucs qui semblaient être un danger. Donc la première chose, ben, ils vont faire des accords avec les distributeurs de PC. Un accord anti-concurrentiel encore une fois. Ceux qui acceptent cet accord-là, comme par exemple Compaq, ben, ils ont un prix et un support top niveau. Ceux qui n'acceptent pas, genre par exemple IBM, ben, ça va être un petit peu compliqué pour eux. Et donc dans ce cadre-là, ben, ils vont sortir Internet Explorer 1, qui est juste un changement de nom de Spyglass Mosaic. Et ils vont le lier à Windows, qui est déjà lié au PC, etc. Vente liée, voilà, par rapport à l'accord anticoncurrentiel que j'ai évoqué à l'instant. Deuxième chose, deuxième étape, ça va être la vengeance. Ils vont porter Internet Explorer sur Mac, histoire de faire une concurrence complète à Netscape. Vu qu'ils ont refusé de faire ce partenariat, tant pis pour eux. Sauf que IE2, donc IE pour Mac, ils vont le sortir au mois de novembre, exactement au moment où Netscape va sortir Netscape 2 avec le JavaScript, avec tout. Donc, alors que eux, c'est toujours mosaïque. C'est toujours le truc qui date d'il y a un petit peu plus d'un an. Donc ils ont un an de retard. Et ça va leur prendre un an de plus pour sortir Internet Explorer 3 en août 96, qui intègre les fonctionnalités qui sont arrivées dans Netscape 2. Pas de bol, une semaine après sort Netscape 3, qui encore une fois les met dans les choux. Donc là, ils se rendent bien compte qu'ils ont un petit peu du mal à suivre en fait avec Netscape. Ils se disent qu'il va falloir accélérer, qu'il va falloir d'autres stratégies. Même encore une fois dans les rapports de justice, etc., on a des citations comme quoi ils se rendent compte que si un utilisateur il met côte à côte les deux navigateurs, il n'y a aucune chance qu'il choisisse Internet Explorer si on lui laisse le choix. Donc, ils vont faire une troisième étape qui va être de faire des soudures inutiles avec le système d'exploitation. Inutile, hein. On a des preuves qu'il n'y en avait absolument pas besoin. Ça va permettre une meilleure intégration à l'UX, etc. Mais ça va aussi permettre qu'il soit par défaut sur tous les Windows et qu'on puisse même pas le désinstaller, Internet Explorer. Donc là, c'est bon, Netscape va crever. C'est fini pour lui. En 98, il essaye de s'en sortir en en annonçant qu'ils vont faire gratuitement Netscape. Ils vont couler, ils vont faire une grande campagne de licenciement derrière, ils vont même finalement racheter par AOL, ce qui est assez ironique parce que AOL avait totalement poussé Internet Explorer aussi à une époque. Voilà. Et je me rends compte qu'il va falloir vraiment vachement accélérer. Qu'est-ce qu'on a encore de super important? Là, on a l'avantage, là, on va pouvoir accélérer pas mal, sauter dans le temps, parce qu'il y a 7 ans où il se passe rien, quasiment. Même 10 ans où il se passe rien, quasiment. Internet Explorer, ils sont totalement une position dominante et tout. Alors, en 98, quand Netscape, ils ont annoncé qu'ils allaient faire du gratuit, ils n'ont pas annoncé que ça. Ils ont annoncé que Netscape, il allait être open source. Ce qui est un truc, tout le monde les prend pour des malades à l'époque, hein, personne ne fait ça. Et donc, c'est le lancement du projet Mozilla. Au départ, c'est juste mozilla.org. Et puis, ça va prendre vachement de temps avant de pouvoir lancer
Firefox, en 2004, 9 novembre 2004, la V1.0. Oh putain, tu vas super vite. Ouais, non, j'ai quasiment sauté une page. Et donc, ils vont choper 10% d'utilisateurs Internet Explorer qui vont passer à Firefox. Mais l'année suivante, ça rebaisse. Et bon, voilà, c'est pas ça qui va révolutionner le web. Il y a quand même une autre boîte qui va arriver à ce moment-là. Une autre boîte, une équipe de gens totalement fous qui vont faire de l'open source, tout renverser, etc. Et donc cette entreprise, vous la connaissez, Google, ok. Bon, faut tout reprendre du début. On a 2 minutes. Vous êtes totalement à côté de la plaque. Je suis désolé de vous l'annoncer. En fait, c'est fait exprès. Oui, totalement. En fait, si on remonte un petit peu dans le temps, si on reprend la base, il y a un truc qui s'est passé au tout début des années 90, c'est la naissance de Linux. Et Linux, on avait besoin de logiciels cohérents entre eux, qui offrent une UX cohérente, et donc qui soient faits avec les mêmes librairies, comme par exemple Qt. Et donc, il y a des gens comme ça, dont Mathias Ettrich, qui vont se dire, faut lancer un projet pour ça. Et on va appeler ça le Cool Desktop Environment. Et comme on est cool, on va mettre un K à cool, et ça va s'appeler KDE. Pour info, KDE, c'est même pas un cycle aujourd'hui. KDE, ça veut dire KDE et tais-toi, c'est bon. Mais à l'époque, ça voulait dire Cool Desktop Environment. Et donc, ils se disent qu'il faudrait bien qu'ils aient un navigateur. Ils font une librairie, encore une fois, qui va s'appeler KHTMLW. Librairie qu'ils vont embarquer dans la première version de KDE en 97 dans l'explorateur de fichiers. L'explorateur de fichiers, il affiche tous les trucs en HTML. Donc si vous tapez une adresse HTTP dans la barre d'adresse, c'est bon, vous pouvez ouvrir une page HTML, mais c'est tout. Il n'y a pas d'interpréteur JavaScript, il n'y a pas d'interpréteur CSS, c'est pas un navigateur. Et comme peu de temps après est annoncé Mozilla, le projet Mozilla, ils disent bon, c'est bon, on va avoir un navigateur dans les mois qui viennent, on va pas s'embêter à faire le nôtre. C'était en 98. Je l'ai dit, le Firefox il est arrivé en 2004. Donc heureusement, il y a un autre Gugus, Lars Knoll, qui décide quand même de continuer parce qu'il trouve ça cool, juste pour le fun. Il va faire son propre navigateur avec Harry Porton qui fait le JavaScript. Et donc, en octobre 2000, à la sortie de KDE2, il y a un navigateur dedans qui s'appelle Conqueror. Et pourquoi je parle de tout ça, et je pense que ça sera notre conclusion quasiment, c'est que Conqueror, il est construit sur un truc qui va être forké par Apple en 2003 pour créer Safari. Et ce fork, ils vont l'appeler WebKit. Et donc, on peut dire que tous nos navigateurs modernes sont nés grâce à KDE. Voilà, tout vient de KDE au final. Après ça, les choses vont assez vite. Les smartphones arrivent. Nokia utilise WebKit pour faire un navigateur dans ses mobiles. Apple embarque Safari dans les iPhones. Google utilise WebKit pour faire un navigateur pour Android. Donc on se retrouve vraiment avec du WebKit partout. Et finalement, le 1er septembre 2008, Google va annoncer la naissance de Chrome via une BD. Vous pouvez toujours lire en ligne et qui est vachement intéressant. Ouais, ça va vite. Ça va vite. Ouais, oui. J'ai un petit peu accéléré. Ils ont fait tout ça en open source, etc. Donc du coup, ils ont réutilisé WebKit. Il y avait des copains à côté qui faisaient un navigateur déjà en utilisant WebKit pour Android. Donc ils ont fait la même chose. Et là, par contre, c'est vraiment là qu'on va faire l'enterrement d'Internet Explorer. 2015, Internet Explorer est remplacé par Edge, qui lui-même passe à Chromium en 2020. Et là, c'est fini. Chrome a le pouvoir absolu sur le web. Il y a juste ce plafond de verre de Safari. Alors pourquoi ce plafond de verre de Safari ? Parce que Apple, ils ont mis dans les conditions de leur store que tu n'as pas le droit
de faire un navigateur pour iPhone, iPad qui ne soit pas basé sur WebKit. Donc si vous avez un iPhone, iPad et que vous utilisez dessus Chrome ou Firefox, sachez que ce n'est pas vraiment Chrome ou Firefox, c'est un mix chelou entre WebKit et Chrome ou Firefox. Voilà. Et comme c'est les moteurs qui comptent et pas l'interface qu'on met dessus, eh ben on se retrouve avec 15%, toujours entre 10 et 15% de gens qui ne passeront pas à Chromium. Donc Chrome, c'est véritablement le navigateur de l'ère de l'HTML5, des applications web, tout ça. Typiquement, dans la première bulle de la BD, où ils ont annoncé la naissance de Chrome, il y avait déjà marqué, faut que je retrouve la citation, « Aujourd'hui, la majorité du web n'est plus composée de pages, mais d'applications ». Ils ont vraiment construit Chrome autour de cette idée-là, avec des isolations, des processus pour les différents onglets. Comme ça, s'il y a une application qui crache, c'est pas tout le navigateur qui crache, c'est juste l'onglet, comme dans un système d'exploitation. Ça serait un petit peu gênant, un système d'exploitation où à chaque fois qu'il y a une application qui crache, ça fait crasher tout le système et je sais pas, affiche un écran bleu, un truc comme ça serait quand même vachement gênant. C'est la même idée avec Chrome. Et donc, Google va ramener derrière le projet Fugu, on parlait un petit peu hier, dont l'objectif est de réduire le gap entre les différentes plateformes de développement natives et je vais conclure très vite, et le web. L'idée étant d'accélérer le développement des nouvelles web API. Accélérer, ça veut dire concrètement faire un petit peu les trucs à l'arrache. Vas-y que j'arrive au W3C, je te pousse un draft pas abouti, mais je l'ai déjà intégré dans le navigateur qui est utilisé par 90% des gens. Et donc, allez-y les développeurs, utilisez cette nouvelle web API, c'est cool, elle est aboutie, pas du tout. Mais elle est là que sur Chrome, par exemple Web USB. Et pourquoi elle est là que sur Chrome? Non pas parce que WebKit et Mozilla, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les moyens et tout, c'est juste parce que c'est fait n'importe comment. Il y a des gros problèmes dessus et typiquement ce genre de web API, ils exposent des possibilités de fingerprinting, de récupération de votre information, etc. Donc on a un choix en fait aujourd'hui, c'est que face à un Chrome tout puissant qui pousse comme ça ses propres standards qui n'en sont pas et qui vous pousse à faire plein de nouvelles super fonctionnalités et tout parce qu'il faut absolument tuer les App Store et tout. Je pense qu'il y a d'autres solutions pour ça. On est face à ce choix-là de se dire est-ce que le web c'est une plateforme cool parce qu'on aime bien faire du JavaScript, de l'HTML, du CSS, mais bon, si on faisait du React Native, etc., c'est pareil. Ou est-ce que on s'attache au fait que c'est une plateforme qui a été créée sur le principe des standards ouverts, qui a été créée sur le principe de la protection de la vie privée, sur le respect des utilisateurs, de vos droits, etc. Si vous penchez plus pour la seconde option comme moi, regardez régulièrement les positions de Firefox et de Safari par rapport aux nouvelles propositions standards. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui sont considérées en harmful et que ça serait pas mal de ne pas les intégrer dans vos applications parce que vous exposez un gros danger pour vos utilisateurs. Et en plus, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, votre application est juste compatible avec Chrome. Et je crois que du coup, oui, voilà, ce sera notre conclusion. Hop, j'arrive à la fin. Merci beaucoup.